Déjà 16h04 sur Inter, Pop Pop Pop, Antoine Decaune, c'est à vous. Merci Nasser Madji, on vous retrouve à 17h pour les infos et en attendant je laisse à notre invité d'hier le soin de lancer l'émission d'aujourd'hui. Salut, c'est Jane, vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop. C'est parti. Popopiens et tous les autres aussi, bonjour. Depuis que cette émission existe, nous avons vu défiler des invités de toute nature, des timides, des placides, des fébriles, des enthousiastes, des dépressifs, des maniacaux, des chafouins, des dyslexiques, des hypochondriaques, des susceptibles, des coléreux, des anthropophages, des numismates, des végétariens, des mélancoliques, mais jamais, au grand jamais, un individu comme celui qui m'observe en ce moment, qui certes conjugue toutes les particularités que je viens d'énumérer, encore je ne sois pas tout à fait certain qu'il soit numismate, mais ajoute à tout cela une note personnel qui le distingue de la majorité de ses contemporains, en tous les cas dans l'ordre des mammifères auxquels, à l'exception peut-être de José Garcia, nous appartenons tous. Et quelle est-elle cette note personnelle qui fait que Benoît Poelvoorde, oui puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne ressemble à personne d'autre? C'est simple, nous tenons là une créature imprévisible et fantasque, belge bien entendu, namurienne de surcroît, un homme au tempérament volatile, instable comme disent les chimistes, même s'il serait réducteur de le comparer à de l'acide fluorhydrique dont il partage pourtant l'attrait pour tout ce qui est liquide, la différence entre les deux étant que Benoît, en tous les cas à ma connaissance, ne s'attaque jamais, au grand jamais, aux végétaux. Mais c'est un garçon, disons, imprévu, qui attend avec impatience que j'ai fini de raconter mes conneries pour balancer son célèbre « Bonsoir !» Un garçon qui vient nous faire part d'une nouvelle qui va mettre le tourisme sans dessus dessous. Venise n'est pas en Italie. Benoît Poelvoorde est l'invité de Pop Pop Pop. France Inter. Pop Pop Pop. Antoine Decaune. Et bonsoir Benoît Poelvoorde. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Et je ne connais pas votre ami, mais Charline. Bonsoir Charline. Charline. Oh la Brabançonne. Merci à vous tous. Oui, c'est en votre honneur. Charline qui est native d'un bled qui ne se trouve qu'à 182 km de la frontière belge, sa Picardie natale. Voilà. Vous êtes Picard. Elle est Picard. Deux vertus à la Picardie. Le rapport à l'alcool et les vaches. Voilà. On m'a toujours dit, si tu rencontres une Picarde, tu sauras ce que c'est qu'une femme qui boit comme un homme. Et ben voilà, c'est moi. Et on rentre tout de suite dans le liquide. Et ensuite on m'a dit, et les vaches? Je dis, et les vaches, ça s'appelle le fromage Picard. On y va tout de suite, on y va. Et tout de suite, les gens viennent déjà de zapper, pardon. Pas du tout, au contraire, ils affluent en masse, comme des fous, attirés, comme par un aimant. Et bienvenue dans ce Pop-Pop qui vous réclame à corps et à cri depuis que l'émission a vu le jour, Benoît. Alors Benoît, ici, il existe une question préliminaire, une question encore plus trash qu'une blague de Benoît Poelvoorde à Jean Dujardin. Qu'est-ce que c'est une prostituée qui fait un régime? Une grosse pute. Oui, bah oui. Moi j'étais jeune. Oui, vous étiez jeune, vous étiez fou. C'est une vieille plaisanterie. Oui, très bien. Personnellement, ça me fait pas... Non. Sur des plaisanteries qui ont... Ça doit être sous l'effet de la fatigue ou d'un travail un peu excessif. Ou d'un séjour en ça n'a Picardie. strictement... Cela dit, qu'est-ce que c'est? Bon, et cette question que je voulais vous poser, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, Benoît, j'ai eu des réponses benoîtes, poelvoordiennes, belgisantes ou même manquepisseuses. Et parmi mes préférées, il y a celle de plusieurs de vos amis, Gilles Lelouch, Benoît Delépine, Gustave Kervern et Édouard Baird. Écoutez. Pop, c'est juste entre... Je dirais que c'est ce qui fait pas appel au cerveau. Moi, définitivement, c'est ça qui est bien. C'est la musique. C'est d'être clair, quoi. Ok, d'accord, ça n'est pas très clair, mais pour vous, Benoît, c'est quoi la pop culture? C'est rendre joyeux un truc qui pourrait être sérieux. Et la musique peut être pop, la pensée peut être pop, la vie peut être pop. Et dans pop, c'est quand même presque une allitération, c'est... Très bien. Pour moi, le pop, c'est ça. Donc, vous êtes pop vous-même? Je pense être pop à certains instants, comme on peut être vieux à certains instants. La plupart du temps. Là, au moment où je vous parle, là on est carrément dans l'intime. Mais est-ce que je serais pop? J'aime bien le pop pour... Voilà, c'est rendre... Enfin, plus de détails serait embarrassant. D'accord. Alors, cette culture et cette pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après la pop d'une autre Belge, Angèle, et son Balance ton quoi.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire moi je serai poli pour la télé, mais va te faire peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Allez te faire moi je serai poli pour la télé, mais va te faire balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Balance ton quoi, Angèle. Et voilà, ça y est, Benoît est en roue libre. Car vous chantez aussi. Vous avez chanté avec le papa d'Angèle? J'ai chanté avec le papa d'Angèle. Marca. Marca, ouais. Vous avez chanté quoi? Et alors ça s'appelait, alors je me souviens plus. Et pour finir, on l'a pas sorti parce que j'avais honte de ma voix. Mais je me souviens plus du titre, mais c'est vrai, j'ai chanté avec Marca, ouais. Marca est un grand ami d'un de mes grands amis. Et c'est en Belgique, on se connaît tous. Bah oui, c'est un Et ouais, je connais bien sa maman aussi, qui est une actrice très drôle. Laurence Bibot. Laurence Bibot. Et donc, je connais très bien Angèle, ouais. Bien. Mais je la connais pas personnellement, je l'ai croisée petite. Mais non, c'est très très bien. J'aime beaucoup Angèle. Mais alors, c'est très difficile qu'un Belge parle d'un autre Belge, voilà. Pourquoi? Parce que ça fait un petit peu corporatisme. Vous trouvez pas? Conflit d'intérêt. Un Français qui parle d'un autre Français. Oui, mais non, parce que là, on est un peu comme des immigrés. Mais non, vous comprenez ce que je veux dire? Non, et on va dire, forcément, un Belge aime un Belge. Et ce qui est vrai, un Belge aime souvent un Belge. Oui. À part un ou deux acteurs belges que les Belges n'aiment pas. Et là, vous allez me demander qui? Bon, vous verrez, les Français connaissent. Vous écoutez Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter. Ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ah, je l'ai réussi. C'est bien fait. Ouais, je vous le demanderai tout à l'heure. Allez-y. Plus modeste. Discret. C'est un début. Prête à vouloir refaire. Comme une femme qui fait étudier. C'est pas encore ça, mais je sens qu'on va vivre ensemble. Nous sommes aujourd'hui, Benoît, enfin plutôt, avec Bernard Frédéric. Qui ça? Qui ça, Bernard Frédéric? Annick Flair. Une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Vous apprendrez à me connaître. Mais oui, Bernard Frédéric. Alors oui, d'accord, pas seulement la preuve, avec son pop-portrait. Alors, son pop-portrait, c'est votre portrait, Benoît, mais... Et il est signé Charline Raro.
Aujourd'hui, un invité dont la force comique ne peut échapper à qui que ce soit. On aurait vite fait de le ranger dans la catégorie de Taz, le diable de Tasmanie, survolté dans les Looney Tunes. Fort en gueule et en personnalité, une nature qui m'a fait pouffer, en pleurer dans Monsieur Manhattan et dans C'est arrivé près de chez vous ou dans Les Portes de la Gloire, pour ne citer que. Et puis un jour, au détour d'une autre comédie, ceci. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois. Et là, la chiale. Pardonnez la trivialité, hein, mais il n'y a pas d'autre mot. Podium est l'avènement d'un drôle de diable hyper émouvant. Une veine dans laquelle, je dois dire, vous faites des merveilles, et même en émouvant flippant, entre tes mains. Vous êtes absolument percutant, ou tranchant pour être plus précise, en l'occurrence dans le film. Émouvant protecteur dans Coco avant Chanel, et en fait, émouvant même quand vous êtes hilarant. De Cowboy au Grand Bain, en passant par Au Poste, Les émotifs anonymes, Le Grand Soir, La rançon de la gloire, ou tout récent, Raoul Taburin. Alors en conclusion et en résumé, aujourd'hui, un acteur à forte présence et à charge émotionnelle très très élevée. Oh, c'est gentil, c'est très joli. Et ça me met toujours un petit peu mal à l'aise de m'entendre chanter. Je le vois. Mais oui, je vois tout compris, on dirait un petit garçon au confessionnal. Non, je sais, mais j'ai un rapport à ce truc-là. C'est une forme d'intimité avec moi-même. Oui, non, je ne me regarde jamais. Donc, m'écouter, c'est encore pire. Et si vous me faites des compliments, je préfère... Alors je sais, évidemment vous allez dire c'est de la fausse modestie. Non, c'est une forme de bêtise que d'aimer d'être complimenté. En même temps, ça fait partie de l'éducation. Et on adore être complimenté. J'adore être complimenté. En revanche, je n'ai pas encore appris à le faire sans être ému. Mais ça finira par venir si je continue à travailler. C'est une bonne nouvelle que ça vous émeuve. Si ça me touche, parce que ça fait partie quand même d'un... Comment dirais-je ? Les gens qui font de la comédie, on se réfugie beaucoup dans ce qu'on appelle un système. Le système comique, c'est quand même un système qui répond à des règles, le rythme. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, Antoine. Et Charlie, je ne vous connais pas, mais j'imagine que vous devez connaître ça. Mais le rire, c'est un système de rythme, de code, qui est assez facile à... Non, j'ai pas dit que c'était facile à faire, mais j'ai dit assez facile quand même à essayer de discipliner. L'émotion, c'est impossible. Vous pouvez pas dire quelqu'un qui essaye de régler son émotion, c'est un fou. C'est un fou. Ouais. Donc forcément, tout ce qui appartient de l'ordre du... je ne crois pas en plus aux choses qui disent on vous l'a volé ou ça vous échappe. S'il y a quand même quelque chose qui vous échappe, et même si ça vous a échappé, il y a une forme de contrôle dont vous avez déjà honte. Puisque vous dites, je l'ai chanté cette chanson, donc on peut pas me dire qu'on me l'a volé cette chanson. En même temps, je l'ai fait en 3 fois. En studio, je me rappelais toute ma vie. Et j'étais fier. Donc c'est un mélange. C'est schizophrénique chez les acteurs. C'est un mélange, je dis, je sais que je l'ai bien faite, mais je continuerai à avoir honte de l'avoir faite. Je veux pas qu'on me dise qu'elle est bien. Et voilà, et en même temps, c'est une façon de dire, je suis content que vous me disiez qu'elle est bien. Benoît, c'est une excellente nouvelle qu'avec votre métier, votre expérience, vous soyez toujours ému comme un môme. Quand on vous dit simplement que vous faites bien votre boulot. C'est merveilleux. Ah mais ça me touche. Mais vous savez, je suis absolument pas un faux modeste. Hein. Non, je sais que vous n'êtes pas un faux modeste. Je pense que je fais bien. Après, mon travail est mélangé par plein de choses. Il est assimilé à plein de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec le travail, en tout cas tel qu'on l'entend. Oui. Mais si c'est vrai, il faut rester quand même ému sur les choses qu'on ne contrôle pas. Bon, on va voir si vous contrôlez. Et c'est comme un physique, se regarder dans un ascenseur. On va voir si vous. Et là, je vois qu'Antoine, t'as conduit, Antoine, t'as conduit. J'essaye d'enchaîner quand même. Enfin, il faut que je fasse une petite transition. On va voir si vous êtes ému par votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Le livre, c'est Adolphe, pas le moustachu, celui écrit par Benjamin Constant en 1816. Charline, Benjamin Constant l'était-il autant qu'on le dit? Et comment un artiste comme Benoît peut-il être à ce point fasciné par un roman qui a pour titre Adolphe? Je sais, beaucoup de questions, peu de réponses. Peut-être parce que c'est une histoire de décomposition amoureuse et que les histoires tristes, en réalité, tout le monde aime ça, puisque après avoir séduit Éléonore par vanité plus que par amour, Adolphe ne parvient ni à rompre, ni à aimer. Bien. Benoît, auriez-vous la bonté de nous en lire un petit paragraphe? Alors là, mais vous l'avez tellement bien résumé. Ça vous dispensera pas de la lecture. Je vais essayer. Là, par contre, c'est un casse-gueule. Hein. Mais je vais essayer, ouais. Alors, c'est ça, c'était donc ça. Oui. Bon. Je me trouvais à mon aise que tout seul. Et tel est même à présent l'effet de cette disposition d'âme. Attendez, est-ce que je vais reprendre? Pardon. Là, c'est un examen. Je ne me trouvais à mon aise que tout seul. Et tel est même à présent l'effet de cette disposition d'âme que, dans les circonstances les moins importantes, quand je dois choisir entre 2 parties, la figure humaine me trouble. Et mon mouvement naturel est de fuir pour délibérer en paix.
Je n'avais point cependant la profondeur d'égoïsme qu'un tel caractère paraît annoncer. Tout en ne m'intéressant qu'à moi, je m'intéressais faiblement à moi-même. Je le reprends une dernière fois. Non, vous l'avez entendu. C'est bien. Alors, c'est très difficile. Je l'ai fait lire un jour par Éric Caravaca. Première année que j'ai fait le festival de l'intime avec Chloé qui est ici derrière moi et qui vérifie si je ne dis pas des âneries. Et je l'ai collé à Éric Caravaca qui l'a fait avec une majestuosité. C'est très difficile à lire. Je viens d'ailleurs de le vautrer, donc j'espère que vous aurez la curiosité de le lire sans avoir écouté ma voix. Benoît, et Éric l'avait lu avec beaucoup de profondeur et d'intelligence. C'est un texte remarquable. Alors, ce qui est constant, c'est pas seulement Benjamin, c'est votre passion pour ce livre que vous avez cité. C'est une passion parce que c'est un livre à la fois, c'est pas seulement l'anecdote de savoir si oui ou non. Et vous avez très bien résumé le livre, mais c'est une sorte de livre, c'est philosophique, c'est quelque chose qui vous remet. Vous avez vu, vous avez choisi un très bel extrait. Je dis, je n'avais point cependant la profondeur d'égoïsme qu'un tel caractère paraît annoncer. Donc, c'est déjà très très bien écrit. Tout en ne m'intéressant qu'à moi, je m'intéressais faiblement à moi-même. Ce type vient de dire une chose et son contraire. En même temps, il faut avoir dit. Il est en train de dire, je sais pourquoi je fais une chose, et en même temps, il est en train de définir les rapports amoureux dans tout ce qu'ils ont de complexe, de grandiose. Et on est en pleine fin du romantisme. On se demande, est-ce un livre romantique? Alors la question est pas là. D'abord, il y a un amour de l'écriture, et Benjamin Constant c'est un maître absolu. Oui, voilà. Bon, voilà. J'ai beaucoup de mal à en parler. Benoît, ça reste un objet littéraire ou vous auriez aimé jouer dans l'adaptation Un jour, on avait passé une soirée ensemble, vous avez parlé d'un livre que j'ai lu. Ouais. Un livre, ça reste quand même un ami, c'est un compagnon qui vous fait réfléchir, parce que ça ne parle pas seulement du rapport entre Léonore et Benjamin, et Adolphe, pardon, mais ça parle surtout du rapport impossible qu'on puisse avoir avec soi-même, avec sa vanité, son orgueil. Alors, beaucoup de gens le comparent on va pas faire un truc littéraire parce qu'on est quand même chez Pop et ça va vite fatiguer les gens qui vont passer son move. Mais non, lisez-le, même jeune, même pété, même en ayant fumé. D'ailleurs, je l'ai lu dans toutes les conditions possibles et imaginables. Pourquoi parce que le texte peut être écouté comme une musique. Ça, j'en reste absolument convaincu. Absolument. Bon, ça y est, j'ai un bouquin. Maintenant, il me faut un film. Alors, pour le film, vous avez choisi Raging Bull, réalisé par Martin Scorsese en 1980. Charline, rappelez-nous pourquoi ce taureau est si enragé alors qu'il n'a jamais mis les pattes, en tous les cas, dans une arène. Puisque le film raconte l'ascension et le déclin de Jake LaMotta, champion de boxe poids moyen, autodestructeur parano qui finit sa carrière en gérant de boîte de nuit. Film pas mal, mais acteur principal un peu bof. Oui, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il se tape la tête et le reste contre les murs. Why are you doing? Why? You're so stupid. You're so stupid. So fucking stupid. So stupid. It's gonna be an animal. I'm not an animal. I'm not an animal. You want to treat me like this? Cette scène inouïe de De Niro. Voilà, je suis presque prêt à pleurer. Et ensuite, vous aurez ah oui, c'est un homme qui se bat contre son propre caractère. Alors, je vais essayer d'être court. 2 raisons pourquoi, pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre. D'abord parce que ça fait appel à tout ce qui est dans le cinéma, c'est-à-dire tous les médias différents. C'est-à-dire le son, la lumière, l'acteur, la mise en scène, quelle que soit l'histoire. Et nous avons, alors ça, c'est ce que j'appellerais... Vous savez que les sons de Raging Bull ont été détruits. Parce que le preneur de son lui avait demandé de faire des bruits. C'est pour ça qu'on dit Raging Bull, un taureau en... Et il a fait des sons à l'envers et tout ça. Il les a détruits, l'ingé son, pendant qu'il frappait dans les plans. Et Scorsese n'aimait pas du tout faire un film sur la boxe. Ça ne l'intéressait pas. Il faut savoir qu'il a imaginé des rings beaucoup plus grands, pouvoir faire des focales beaucoup plus courtes. Oui. Voilà. Et donc, tout le monde a travaillé dans un truc où personne ne voulait le faire. Il n'y a que De Niro qui voulait le faire. Scorsese sortait d'une période de peine affective. Et De Niro lui dit, c'est le seul moment où je peux prendre 30, 35 kilos. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appellera le truc le plus brillant du cinéma. Ensuite, ce qui m'émeut le plus dans ce film, c'est que juste après cette séquence où il tape dans cette prison, où c'est un homme qui lutte contre lui-même. Et juste après ça, il est énorme, et il est enfin en paix. Il est là, et il se regarde juste après cette séquence où il pleure, où il dit, putain, il est en prison, alors que ce type, il a vendu sa médaille de champion du monde. Bon.
c'est un homme qui est en guerre contre sa jalousie, contre sa force, contre sa colère. C'est un homme petit et à la fois gigantesque. Ce qui nous rend et je vais vous donner un scoop. Juste après ça, il est tout gros avec un cigare et il fait du one man show et il est là, il est très heureux. Et ensuite, vous avez la parabole de Saint Jean. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et je vais vous avouer un truc que vous ne savez pas. Antoine a fait une voix off pour moi, pour nous, pour Philippe Arel, voilà, et Guylain Lambert. Notre référence à la fin, vous avez fait la voix off que je trouve extraordinaire, où il dit les petits champions, les petits coureurs, il y a quelque chose de grandiose chez ces gens. Bon, Jacques Lamotta était un très grand boxeur, mais je pense que la seule fois où il était heureux et en vie, c'est quand il a lâché prise. C'est quand il a dit je suis énorme, mais je suis enfin heureux. Alors que parfois on se dit les plus beaux combats qu'on mène sont peut-être ceux qui nous ont le fait le plus souffrir. Mais ça reste un champion. Vous l'avez compris, il faut se reprécipiter si ce n'était déjà fait sur Raging Bull, un des plus beaux films de Scorsese. Bon, il me manque quoi ? Il me manque une série. Tiens, une série, vous avez choisi Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad, créé par Vince Gilligan, diffusé depuis 2015. Charline, j'ai un problème avec ma machine à laver. Pourquoi ferais-je mieux d'appeler Saul plutôt que Darty ? Parce qu'il est avocat, alors que Darty, ils peuvent pas donner de conseils juridiques, mais enfin, c'est tentative comme une autre. C'est une série qui est située 6 ans avant que Jimmy McGill, le héros avocat qui peine à joindre les deux bouts, ne devienne Saul Goodman, l'avocat véreux, définitivement véreux, qui croisera la route de Walter White. Saul. Saul? Saul good, man. Let me tell you about a young guy. They called him Slippin' Jimmy. We had $1,600,000 in cash. We could have split it 50-50. What stopped us? I remember you saying something about doing the right thing. I don't even know what that means. Better Call Saul, le choix de Benoît Poelvoorde. Alors, plutôt le spin-off que l'original, donc. Ouais, j'aime énormément... comment ça s'appelle ? Breaking Bad. Breaking Bad. Mais je trouve que c'est assez génial, et c'est un peu bizarre que ça arrive des Américains quand même, mais ce qui est extraordinaire, c'est de s'intéresser à un personnage annexe, et ce que je trouve merveilleux dans Better Call Saul, avec un personnage annexe, on aurait pu trouver assez rapidement dans la caricature, parce que à partir du moment où il est annexe dans Breaking Bad, il a quelque chose d'assez grossier, tu te dis que ça, il est véreux. Et ce que je trouve formidable dans Better Call Saul, c'est qu'ils arrivent en 4 saisons, là je suis à la 4e, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est la mise en scène et l'art de raconter une chose simple. Un escroc n'est pas simplement un escroc. Il y a toute une histoire qui s'apparente. Et ce que je trouve dément, c'est que ça vienne des Américains, qui sont quand même capables de nous dire « Intéressons-nous même aux plus petits, alors que ce sont les maîtres de l'intérêt des choses qui ne nous intéressent pas. » Et Better Call Saul est, à mon avis, la modernité. Ouais. Génial. Il me manque juste une chanson pour terminer cette pop list. J'ai en face de moi un Poelvoorde pratiquement je suis un eau, fan de Nick Cave depuis... En larmes. Et cette chanson, oui, non, je vous assure, la première fois quand j'ai découvert l'album, je me rappellerai toute ma vie, je l'écoutais en voiture. C'est l'endroit où j'écoute le mieux la musique. Et j'ai pleuré. Alors, c'est difficile de pleurer en découvrant un album. Bon, tu me diras, elle est assez facile, les accords sont assez simplistes, mais ce qui m'émeut profondément chez Nick Cave, c'est qu'il est d'une sincérité crapule. Je l'ai vu 2 fois en concert, donc je connais toutes ses œuvres, toutes ses parts. Et celui-là m'émeut profondément. Alors, j'ai fait écouter à une amie il y a 2 jours, et elle me dit, il ose tout, le type. Je dis, oui, il ose tout, mais c'est ce qui le rend infiniment génial. C'est que il écrit, c'est au-delà du... Et je pense qu'il y a des choses qui touchent à l'essentiel. Nick Cave, à mes yeux, me touche à l'essentiel. Vous savez tous comme moi que Nick Cave maintenant est repris pour n'importe quoi, pour tout. Mais voyez une fois Nick Cave en concert et vous comprendrez que le rock, et c'est pas à vous que je vais dire ça, Antoine, le rock existe
Mais oui, bien sûr qu'il existe toujours. Bien, alors je résume votre pop list, mon cher Benoît. Adolphe de Benjamin Constant, Raging Bull, Better Call Saul, Nick Cave. Je mets tout ça dans mon petit mixeur de pop culture et ça nous donne ça. You fuck my wife. What? Who are you? Saul. Saul? Saul Good, man. Let me tell you about a young guy. They called him Slippin' Jimmy. Et bravo, je suis très ému. Là, vous m'avez scotché, vous m'avez cueilli. Non, c'est vrai que c'est pas très joyeux quand même pour un trublion. Justement. Là, je suis cueilli. Bon, très bien. Benoît, puisque vous êtes cueilli, je vais vous dévorer maintenant. Non. On s'écoute un petit peu de musique demain? Non, s'il te plaît, non. Non. Non, c'est pas le moment. Buvons. Non. Buvons. Ouais, Buvons. On peut faire les deux en même temps, les trois en même temps. Allez, un petit Roger Dickel pour la route. Lequel? C'est extrait du tout nouveau, du tout dernier, l'album posthume. Long about sun, I think about you, babe. Long about sun now, I think about you, babe. When I work in the factory and I work real hard, I do what they say and I do my job. But long about sun now, I think about you, babe. Can't wait to come over and rub your back. To come over and rub your back. The stupid things I do in the daytime don't matter. Lot of talk, lot of chatter, but long about sundown. Think about you, baby. I'm flying down the road, my world's going here, going there, I don't know. I'm long about sundown, think about you, babe. It's long about sundown, think about you, babe. Long About Sundown, c'est J.J. Kell dans Pop 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 sur France Inter. Alors, mon cher Benoît, on va passer de J.J. Kell à Venise n'est pas en Italie. Ah, c'est vrai, je suis le faire de la promo. Il faut me confier de pleurer. En parler un petit peu. C'est le film d'Ivan Calverac dans lequel vous jouez. D'abord, expliquez à tous nos auditeurs qui avaient prévu d'y aller prochainement pourquoi Venise n'est pas en Italie. Venise n'est pas en Italie parce que qu'importe la destination, ce qui importe, c'est le chemin. Et quel est le chemin que tu prends? Quelle est la façon de prendre ce chemin qui importe? Même s'il est escarpé, difficile, c'est ce qui donne l'intérêt à un voyage. Les gens heureux n'ont pas d'histoire et on ne fait pas de cinéma avec des gens heureux. C'est un titre extrait d'une chanson de Serge Reggiani. Serge Reggiani. Ouais. Et il est où Serge Reggiani, lui?
Mon vieux, si Serge Reggiani était encore vivant, il y a longtemps qu'il serait dans le film. Très bien, voilà la réponse que j'attendais. Alors, le film est une adaptation du roman éponyme d'Ivan Kalberak. Est-ce que vous avez d'abord rencontré le romancier ou le cinéaste? J'ai rencontré l'homme-enfant. Est-ce que vous avez lu le roman avant? Il a une tête d'enfant vieux. Et Ivan Kalberak a écrit, je l'ai rencontré, donc le titre ne m'inspirait pas parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu racoleur. Je l'ai rencontré, j'ai dit, tu as une tête d'enfant vieux. Et ensuite, il m'a dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle Venise n'est pas en Italie. Il m'a donné le scénario. Je l'ai lu. Et j'ai lu le livre ensuite. Et j'ai dit, c'est pas possible. Il m'a dit, c'est 80% de ma vie, et c'est vrai. On lui a vraiment teint les cheveux. Ses parents lui ont teint les cheveux à 7 ans. Et ses parents étaient vraiment des espèces de... Pas des bourgeois... Qu'est-ce que j'ai entendu? Des bourrins ou des comment est-ce qu'on dit? Comment vous dites en France? Des beaufs. Des beaufs, voilà. Et j'ai dit, non, ça n'a rien à voir. Il est très cultivé, le père. Non, c'est des gens singuliers. Ils sont fantasques. Voilà, ils font fantasme. Ouais. Et j'ai dit, mais c'est vrai de vrai. Il me dit, voilà. Ce qui m'a le plus, c'est ça. Ensuite, j'ai dit, c'est une comédie. Les enfants, on n'est pas en train de vendre la Bible. Hein. Simplement, c'était vraiment drôle, assez fin. Et j'ai dit, ça dépend avec qui. Avec qui je vais le faire. Je vous propose d'écouter un petit bout de la bande-annonce pour se faire une idée. Tres, margarita et un piquet d'eau. Certo. Pardon? Certo, ça veut dire bien sûr. Je sais très bien ce que ça veut dire. Ah oui, vous avez l'accent romain, j'avais reconnu. Gracias. Prego. Prego tout. Je peux pas vivre dans une caravane toute ma vie. Un jour, tu regretteras notre vie de bohème. Oh, pas non. Si ça tente, je fais un concert classique avec un orchestre de jeunes au début des vacances. Carrément, c'est où? En Italie, à Venise. L'argent, moi, je le trouve pas sous le sabot d'un cheval. Je sais, mais j'aimerais trop y aller. J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise. T'es sérieux? Avec notre caravane. Ouais. Ça fait pas plaisir. Venise n'est pas en Italie. Alors Bernard le père que veut jouer Benoît veut faire vivre sa famille dans une caravane. Votre femme Valérie Bonneton, elle, a une obsession, celle de teindre les cheveux de son fils Émile. Entre autres. En blond, parce qu'elle trouve qu'il est plus beau comme ça, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et Émile va être invité à passer des vacances à Venise par la jolie fille du lycée. Seul problème, ses parents veulent l'accompagner. Vous avez des points communs avec ce Bernard? En dehors de la caravane, je pense que s'il y en a un, c'est le côté dogmatique, le côté parler très fort, donner son avis, avancer sans raison, alors que tu te dis, mec qui doute de rien. Voilà. J'ai un côté un petit peu comme ça, extravagant, mais j'ai pas la force de Bernard. Bernard est bien plus fou que moi. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de toc, donc je serais incapable de voyager enfermé dans une caravane et encore moins dans un break Volvo. Mais en revanche, si, il y a un point commun. Et en plus, ça m'a vraiment fait rire. Les gens qui sont sûrs d'eux, ça me fait rire. Et il y a quand même 50% de moi qui est toujours sûr de ce qu'il est en train de raconter. Hein. Le film est un road trip. C'est pas votre premier, puisque dans Le Grand Soir, c'en était un à sa manière. Saint-Amour aussi. Outre le fait que celui-ci se déroule donc en caravane, qu'est-ce qu'il avait de si particulier, ce road trip-là? Déjà avec des enfants, c'est très délicat. Et ensuite, je suis pas fan des road trips, c'est très belge. Hein. Si tu veux faire un film belge, tu commences déjà par un road movie. Tous les films belges démarrent par un road movie. C'est arrivé, c'est quoi? Un road movie. Et tu suis le chemin d'un mec qui tue tout le monde. Le road movie, c'est la chose la plus facile à faire. Je dis toujours aux jeunes qui veulent faire du cinéma, commencez par un road movie, parce que vous n'êtes pas obligé de rester dans une seule pièce. Vous ne devez pas rester avec des personnages et des caractères qui vont devoir évoluer dans le même espace. Et celui-là, qu'est-ce qu'il avait de particulier? Valérie Bonneton. J'aime énormément Valérie Bonneton. Et ensuite, l'idée... le texte, moi, m'a fait rire. Le texte m'a fait rire. Il est... Vous savez, c'est des films de famille qui partent en Italie. L'affiche est affreuse. On est tous d'accord que l'affiche est affreuse. Mais ça n'a rien à voir. Même si vous écrivez, comment ils ont écrit, Little Sunshine à la française, il n'y a rien de plus insultant parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Mais si je peux être honnête, je pense que ça a vraiment un caractère particulier, ce film, et c'est Ivan Kalberak. Sinon, je l'aurais pas fait. Des films familiaux, j'en ai fait, je m'en fiche. Celui qui m'a fait rire, c'est qu'il y avait vraiment des trucs drôles. Et on ne tombe pas dans la caricature. Alors, c'est pas le fait que ce soit un road trip, parce que enfermé dans une Volvo... Et vous savez que c'est la 4e fois qu'on me fait tourner dans une Volvo Break. Ah, alors bon, vous avez j'ai une gueule à tourner dans une Volvo Break. C'est comme les maillots. On me met dans des maillots ou dans des trucs de sport. Vous êtes dans la typologie Volvo Break. Écoutez, j'ai une gueule à tourner en Volvo Break. C'est la 3e fois, pour être honnête. Regardez bien, pour ceux qui suivent ma médiocre carrière, fausse modestie pour le bord. Parce que tout le monde me regarde parce que j'ai fumé dans le décor et tout le monde se dit, ça sonne ou pas? Ben non, ça ne sonne pas. Encore, c'est bon, il y a une même douche quand qui se France déclenche. Culture a brûlé, personne n'en avait rien à foutre. J'ai fait une émission ici, France Culture était en train de brûler. Et puis on dit, putain, ça brûle là au-dessus. Eh ben, personne n'a bougé. Ça n'a même pas sonné. Ça n'a même pas sonné. C'était vous?
Non, ce n'était pas moi. Mais le jour où on m'invitera à France Culture... ça sera pour y foutre le feu. C'est pas pour tout de suite. D'accord. Vous avez joué avec Élie Tonnant. Voilà, c'est mon fils, qui est extraordinaire. Un jeune acteur qui joue votre fils. Le réalisateur raconte que pour le faire rire, vous vous êtes amusé à lui raconter des blagues avant les scènes. Alors moi, je voudrais savoir où se situe la frontière entre détendre un jeune comédien avant les prises et le déconcentrer complètement. Alors ça, vous avez tout à fait raison, Antoine. Je pense que ça tenait plus avec Valérie du plaisir de le déconcentrer. C'était c'était un garçon, il est pas mort donc. Et c'est un garçon très bien élevé avec un appareil dentaire. Tu sais, il a un truc immense sur ça. Et donc c'est quelqu'un de. Alors c'était notre plaisir. Tu sais comment c'est comme une sorte de, comment on appelle ça, un baptême. Ouais. Donc ce qui nous faisait rire, c'est, et en plus. Comme il incarnait quand même le réalisateur, on est bien d'accord. Ouais. Et c'est le réalisateur qui a vraiment vécu ça. Il est tombé amoureux d'une harpiste, ce qui peut arriver aux meilleurs d'entre nous. Hein. Une harpiste qui a un palazzo à Venise. C'est pas ce que je vous souhaite. Oui, des filles de chef d'orchestre un peu autoritaire. Je viens de perdre tous nos téléspectateurs. C'est pour ça qu'on ne m'invite pas à France Culture ni à France Musique. Et donc imagine-toi. Où est-ce que j'en suis? Vous parliez de la fille du harpiste à Venise, qui elle-même est la fille d'un chef d'orchestre un peu autoritaire. Là, je vous remets sur les rails. Et alors oui, c'est quand même l'histoire du réalisateur, pardonnez-moi. Oui, et donc, il était très attentif à la justesse du garçon, du petit garçon de Élie. Et donc, forcément, tu es obligé de ce qu'on appelle comment on dit, le bleusailler, le bisuté, le bisuté, voilà. Oui. Mais surtout que c'est un très bon acteur. Et il est excellent. Il est excellent. Et vous pouvez pas savoir le plaisir que j'ai eu, puisqu'il était tellement bien élevé. Ouais. C'est noté que mot grossier sur mot grossier. Mais vous avez sans doute remarqué que vous avez au ciné un rapport très spécial aux enfants. Alors, aux enfants en général, on s'est arrivé près de chez vous, et à la paternité en particulier, comme par exemple dans le tout récent encore Deux fils. Est-ce que c'est contractuel, en fait? Non, cette maltraitance. À mon âge, ça commence à se rapprocher. Non, c'est vrai, je peux difficilement. Mais je sais, je joue. Alors, on m'a posé la question une fois, on m'a demandé, mais vous jouez les papas? J'ai été enfant, donc je peux imaginer ce que ça peut être d'être père. Puis j'ai beaucoup d'amis qui ont des pères et qui n'aiment pas me confier leurs enfants. Je suis parrain quand même de 5 enfants, hein. Donc je suis parrain, vraiment. Et donc, mais on me les confie jamais. Parce qu'ils savent très bien que je vais leur apprendre à manger mal, à parler mal, à vivre mal. Tu parles mal, tu vis mal, Isabelle. Tu te souviens, c'est dans la gifle. Ce ne sont que des qualités. Oui, mais qui fait rire les enfants, mais en plus qui mettent mal à l'aise ensuite les parents. Ah, les parents, oui. Voilà, t'es mieux énervé, mes gosses. Oui, évidemment. Tu leur apprends à bouffer de la merde, à dire des mots grossiers, et ensuite tu t'en vas. Benoît, c'est le moment de faire une petite pause dans cette conversation. Vous me l'avez fait tout à l'heure, est-ce que vous pourriez me le refaire, ce fameux pop-là? Ah oui, je vais vous le faire, attendez. Il est très beau. Il est un peu caverneux, un peu sombre et sonore. Discret. Il est ambigu. À l'image de ma vie, un peu exactement. On va réécouter un texte un peu triste. Non, après. Là, c'est juste pour lancer les pas. Et on va quand même aborder le problème de José Garcia, quand même. Oui, évidemment. J'aimerais réécouter la voix de José Garcia. La famille Crawley est de retour quelques 3 ans après la fin de la série. C'est sur grand écran que les fans pourront retrouver Downton Abbey. Bienvenue dans la campagne anglaise du début du XXe siècle. Et si la petite bourgade de Downton s'agite sur grand écran, c'est pour un grand événement. On y attend la visite de la reine et du roi. The King and Queen are coming to Downton. I need your help, Carson. I'll be there in the morning, my lady. Don't you worry. Your Majesties, welcome to Downton Abbey. Will you have enough clichés to get you through the visit? If not, I'll come to you. Oh, here we go. Downton Abbey, le film avec toujours Michelle Dockery, Maggie Smith et Hugh Bonneville, ce sera sur grand écran le 25 septembre. Un nouvel album pour le crooner de Sheffield, Richard Hawley, le successeur de Hollow Meadows, est prêt et il donne ça. Alone, c'est extrait de l'album Further qui sortira le 31 mai. Le grand gagnant de la 2e édition du prix de la Brasserie Barbès visant à récompenser l'auteur de la meilleure œuvre littéraire s'inspirant de l'univers de la musique sous la haute présidence cette année de Juliette Armanet et Gaspard Roger. And the winner is Fred Riester pour faire danser les gens, une tâche à laquelle il s'est attelé en collaborant notamment avec lui. Et Faire danser les gens de Fred Riester, c'est disponible aux éditions Séguier. France Inter. Pop, pop, pop.
Antoine Decauze. Oui, c'est moi. David Guetta. Non, José Garcia. Ah, Benoît pardon. Poulvord est dans Pop 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 et c'est un événement pop. On va continuer à parler avec le comédien juste après Suzy Q, la version originale d'El Hawkins. Suzy Q, la VO de Del Hawkins, ça c'est chouette, ça me plaît, ça nous plaît, hein? Oui, c'est vrai, Antoine, oui, tout à fait, bon. j'abonde. Benoît Poulvord, je parlais en début d'émission de la nature de mes invités, les invités maniacaux, les dépressifs. Vous dites avoir une malédiction depuis que vous êtes né, vous êtes habité par une force qui vous pousse à faire des farces. C'est quoi? C'est une poulvordite? C'est quoi? C'est quelque chose? J'ai dit que j'étais habité par une... Oui, vous l'avez dit. Alors je sais que vous détestez qu'on vous dise, non, vous avez dit. Oui. C'est vrai que je pourrais... mais c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Je pourrais faire des plaisanteries qui durent longtemps. Et c'est vrai que même... Je trouve qu'une des formes les plus absolues de la plaisanterie, c'est de ne pas voir le résultat tout de suite. Donc je dis toujours, on peut faire une blague qui va durer... des années. Et pas la voir tout de suite. Bien sûr. Par exemple, vous faites une blague et vous vous dites, c'est seulement dans un mois qu'il va se rendre compte que l'effet va se produire. Comme quelqu'un qui cache un camembert dans une bagnole, vous ne verrez pas tout de suite que le camembert est dans la bagnole. Vous en avez quelques-unes en cours, là, en ce et moment plus on en vient... Non, je ne vais pas les... Mais oui, je suis habité par une farce. Non, j'adore rigoler et j'adore le regard un peu... comment est-ce qu'on dit? Effaré. Je l'ai vu plusieurs fois avec vous, Antoine, et avec José. Ce regard effaré où tu dis, mais non. Parce que entre vous deux, c'est pareil. Je dis, vous pouvez continuer à vous faire des blagues, ça continuera. Et c'est ce regard effaré où ils sont tous les deux en train de dire, oh là là. Et c'est même plus une question d'immédiateté. L'immédiateté dans le rire est quelque chose... Notre dernier souffle. Voilà, c'est ça. Ah ben oui, évidemment. Et vous ne pouvez jamais vous reposer, quoi. C'est comme Jackass, tu dis, je ne dormirai jamais. Non. Il y aura toujours un saut au-dessus de ma porte. Et je pense que j'aime énormément l'idée d'une plaisanterie qui dure longtemps, et surtout de dire, le rire, c'est même le hors-champ. C'est d'imaginer... Qu'est-ce qu'il va faire quand il va se rendre compte que... Mais qui peut parfois être cruel. Vous parliez de vos rapports avec ce jeune comédien dans Venise n'est pas en Italie. Non, je vous pense avez que... un peu bisuté. Ça, ce sont des blagues en live. Si je sens qu'il souffre, je m'arrête. Mais je pense que c'est une éducation qui vaut la peau les fesses quand même. C'est ce que je lui ai dit. Après, tu pourras tourner avec des acteurs beaucoup plus emmerdants que toi et beaucoup plus polis et corrects. Et tu me regretteras. Et faire une dépression. Si je voyais que l'enfant commence à perdre les pédales, j'arrête la blague. Mais je pense que c'est quand même ça vaut la peau du cul. Alors, puisque le film s'appelle Venise n'est pas en Italie, en toute logique, certaines scènes ont été tournées
À Venise, une ville qui vous aurait causé quelques soucis d'orientation, vérité ou calomnie? Quelqu'un l'a écrit, c'est faux. Je me suis dit, qui ne se perdrait pas à Venise? Tout ressemble à tout à Venise. Et il suffit de se repérer aux Chinois. Il n'y a que des Chinois à Venise. Donc, vous êtes vraiment perdu ou pas? Tu prends la route à droite et puis il y a un Chinois. Il n'y a que des Chinois. Comment veux-tu que je me perds pas? Venise n'est plus. Excuse-moi, je me retourne en vérifiant si dans le local là-bas il n'y a pas des Chinois. Dans la régie, mais il y en a peut-être à l'antenne. Qui nous écoute et qui le prête très très mal. Écoute, et qui s'apprêtait à partir pour Venise. Et si par malheur je prends un taxi qui me dit. Je dis quoi, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? C'est José Garcia qui a dit ça. Parce que vous avez déjà entendu l'imitation du jeu. Alors, vous allez voir, en finissant l'émission, je suis en train d'envoyer Antoine, je suis en train de dire. Allez Antoine, dis-nous un truc sur José. Et sur José? Vous voulez pas me faire réentendre la voix de José quand il était transformé? Écoutez, je l'ai entendu cette émission, ça m'a fait tellement pleurer de rire. Quand on a invité José ici... Oui, parce ce qui était génial, c'est que cette voix lui donnait une voix extra... Alors, c'est pas tellement que t'es changé, c'est qu'il est si petit. Et que c'est une voix qui vient d'outre-tombe. Tu vois, et rien n'est plus sympa qu'un petit meuble qui parle. Non mais, en fait... On va réécouter un moment où il dit... Recontextualiser quand même, il ne savait pas qu'on lui avait avait trafiqué sa voix. Il ne savait pas que vous aviez changé sa voix. Il arrive à l'émission, c'est votre ami, et voilà un piège, ce qu'on appelle une blague qui dure longtemps. C'est un petit être qui parle. C'est cruel. D'accord. Écoutez, je l'ai entendu, j'ai pleuré. Et ça m'étonne pas qu'il ait pleuré. Et donc, la balle est dans son corps, là, c'est à lui à faire. Ah non, mais moi j'ai rien dit, moi j'ai fait qu'écouter. Sa vengeance sera terrible. Je suis prêt à l'accueillir. En parlant de traumatisme et de José Garcia, on sort souvent traumatisé d'un tournage. Vous, c'est souvent à cause d'un son. Si on vous le met, par exemple, il se passe quoi si on vous met ça? Alors, je vais vous apprendre. Je vais voir. Vous êtes quand même calé, Antoine. Vous savez qui a composé ça? Je veux pas le savoir. Eh bien non, ne riez pas, ne calez pas, Antoine. Je l'ai appris en Belgique. C'est Bob Marley. Et il y a deux compositeurs. C'est un Belge et un Français. Et le Français est ou le père ou le grand-père d'un des chanteurs de Daft Punk. Ah oui. Et ouais. C'est pour ça qu'il apparaît dans le casque de l'autre. C'est pour ça qu'il refuse de montrer son visage. Non, c'est quand même une chanson. D'abord, je trouve que c'est une chanson extraordinaire. Très, très, très prenante, on va dire. Je vais expliquer aux gens qui ont tenu jusqu'au bout, qui viennent de prendre l'émission en route. C'est la chanson qu'écoute Bernard Chaboneau dans sa voiture et qui la pose. Et qui la chante à toute sa pauvre famille. Et ça, vous voulez taper quand même une journée entière de tournage. Donc... Une seule journée de tournage, mais c'est beaucoup quand même. C'est du zaïrois, c'est du très vieux zaïrois. Ça peut rendre dingue. Et vous pensez que c'est pas vrai, Antoine? Pas du tout. Vous avez vérifié sur Internet? Je ne mets absolument pas en doute. Écoutez, c'est une radio très branchée belge qui m'a dit, eh bien, j'ai dit, il a réussi à faire une chanson branchée. Et c'est alors ou le père ou le grand-père, donc si je me suis trompé, que quelqu'un ait vérifié très vite sur l'air Internet. Nos auditeurs rectifieront. Ouais. Benoît, vous êtes aussi toujours à l'affiche de Raoul Taburin, le personnage de Sampé que vous incarnez dans le film de Pierre Godot. On ne peut pas s'empêcher de penser que la typologie des personnages de Sampé vous va assez bien au teint. Je suis d'accord avec vous. Alors vous qui dessinez aussi, est-ce que vous seriez représenté comme Sampé l'aurait fait? Sampé, c'est-il représenté? Non, est-ce que vous seriez représenté comme Sampé l'aurait fait? Ah, je pense que oui. Ouais. Je pense, mais plus qu'un seul dessin, ce serait un esprit. Ouais. Je pense que tout ce que je fais est lié quand même à l'œuvre de Sampé. Ah, pas seulement, mais je me suis reconnu toujours dans ce côté observer l'homme qui attend le bus, la simplicité des gens. Ce que je trouve, c'est rendre extraordinaire les gens ordinaires, avec une petite colère, les gens un petit peu forts. Il y a ce dessin génial de Sampé, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est ces deux petits bonshommes qui marchent dans une rue très, très dégagée, et il y en a un des deux qui dit à l'autre, quand même, dans ma vie, j'en aurais distribué des torgnoles. Je l'adore, c'est un de mes préférés. J'ai essayé que Sampé me le vende, mais il n'a pas voulu. J'en aurais distribué quelques torgnoles. Et figurez-vous que c'est le dessin préféré de Jean-Jacques Sampé. J'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai posé la question, s'il devait garder un seul dessin de toute son œuvre, c'est la force. Ce serait celui-là. Et puis Sampé a quelque chose qui nous correspond tous. Vous avez fait du cinéma, nous avons tous joué. Il y a quelque chose qui est profondément humain dans l'extraordinaire du rien. C'est-à-dire, je me rappelle, je vais essayer d'être court, il y en a une que j'ai mis, alors j'ai pas pu l'acheter parce que Sampé coûte quand même horriblement cher malgré que nous nous soyons fréquentés. Mais il y en a un où il dit au revoir à sa voiture, parce que j'adore les voitures. Et il dit au revoir à sa voiture, donc tu vois l'avant, parce que le génie de Sampé, c'est aussi de savoir décider. On n'a pas besoin d'essayer toute la voiture, et puis il dit « Bonne nuit, petit monstre ». Je dis à l'attention de tous les parents qui nous écoutent que vous faites une très belle lecture du petit Nicolas, en fait. J'en ai fait 3, audio, Voilà.
Bien, Benoît, je vous coupe alors que vous ne parliez pas, hein, car il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission et j'y vais de ce pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'es qui, toi? Milou? Quoi, le chien de Tintin? Mais il est où ton maître? Ouh, je suis là. Ah, bonjour Tintin. Bah, c'est un honneur. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans ma cave, Tintin? Ta gueule, Milou. Vous êtes bien avec Benoît Poulvord? Oui, il est là-haut dans le studio. Ta gueule, Milou. Oui. Et alors? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, Benoît a déjà joué Astérix et Raoul Taburin. Et alors? Ta gueule, Milou, oh! Eh bien, le bruit court qu'il va me jouer, moi. Vous, il va vous jouer, vous, Tintin? Bah oui, pas moi, Milou, Tintin. Non mais... Ta gueule, Milou. Et alors? Et alors, je préférais qu'il joue le capitaine Haddock. Ta gueule, Milou. Non mais attendez, vous pouvez pas taper Milou comme ça. Non, Tintin, oh! Bon, attendez, je vais voir ce que je peux faire. Écoute, en attendant, laissez-moi attraper le dernier disque. Tiens, un groupe belge, la Telex. Ah, Moscow Disco, ça va lui rappeler des bons souvenirs, ça. Ah. Moscow Disco du groupe belge Telex, c'était en 79 et le petit Benoît avait 15 ans à l'époque. On y repense avec émotion. Benoît Poulvord. 0 à l'Eurovision. 0 à l'Eurovision, mais c'est déjà... On a eu 0 à l'Eurovision. Oui, mais c'est mieux que rien. Eurovision. C'est mieux que rien. Dernier. Merci Benoît d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de Venise n'est pas en Italie, le film d'Ivan Calberac avec... Mademoiselle Bonneton, qui sort sur les écrans très prochainement, mercredi, c'est ça? Oui, merci. Il arrive, il est prêt. Allez voir ça et vous aurez votre dose de Benoît. On n'a jamais assez de Benoît dans la vie. Vous êtes gentil. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop, Claire-Sophie Collet. Bosser. La réalisation. Et c'était son baptême, Claire-Sophie. Oui, à la technique, Clément Berman, Aurélien Asvan, notre rédacteur en chef. Mon vieux Clément. Claire-Sophie Collet, encore. Et Simon Arestat, nos attachés de production avec Elsa et Béranger. Et notre belge arrive sur le plateau, Charline et Kelly Yousfi, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, l'auteur corse Antoine Albertini et Timothée Hocher, créateur de la série Calls. Mais après-demain, si vous avez ça se bécote. Si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un jeune 3.0, un yeuf ou une yeuvesse à la pointe, suivez-nous plutôt comme dit Benoît Poulvord dans ses tutos Petit Grégory sur YouTube. Il s'agit d'avoir une petite olive, un petit morceau de sucre
et un petit bout de ficelle. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615. Pop, pop, pop sur Instagram et Twitter. Qui peut concurrencer MAF Pro? Dégâts des eaux, perte de clés.